Bonsoir, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de 7-8 le débat. Nous parlerons ce soir de l'état d'urgence avec cette question, faut-il le prolonger ? Alors, depuis les attentats du 13 novembre 2015, l'état d'urgence a été reconduit 4 fois. Il doit normalement s'achever à la fin du mois de janvier prochain, s'il n'y a pas de modification suite à la démission du Premier ministre. Ce régime d'exception a, semble-t-il, été efficace au lendemain des attentats pour accélérer la traque des terroristes. Mais depuis, de nombreuses voix s'élèvent pour dire qu'il s'essouffle et qu'un retour à la normale est plus qu'indispensable. Avec nous pour en débattre, Pascal Louet-Villaume, vous êtes secrétaire national de l'Union syndicale des magistrats. Bonsoir. Julien Lecam, vous êtes secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. Bonsoir à tous les deux. Je commencerai avec vous, Pascal Louet-Villaume. L'ancien Premier ministre Manuel Valls a récemment déclaré qu'il pensait prolonger l'état d'urgence jusqu'aux élections présidentielles. Est-ce une justification valable selon vous ? Alors si la justification, c'est parce qu'il y a les élections présidentielles, ça semble un peu court. Il faut que l'état d'urgence soit bien sûr justifié dans des conditions très précises. Il faut un péril imminent, ce qui bien sûr a été le cas lorsque bien sûr les attentats sont survenus. Et c'est d'ailleurs après les attentats, immédiatement après, que l'état d'urgence a été d'abord prononcé puis prolongé. Donc le simple fait, je dirais, de rentrer en campagne présidentielle n'est pas en soi un critère suffisant pour prolonger l'état d'urgence. Après, bien sûr, il peut y avoir d'autres explications, d'autres motifs, mais en tout cas, celui-là n'est pas suffisant. Julien Lecam, de votre côté, qu'est-ce que l'état d'urgence a changé dans votre pratique de policier sur le terrain ? Alors effectivement, au début, ça a donné plusieurs droits supplémentaires aux policiers, notamment de pouvoir porter son arme hors service lors de ses congés, qui était une manière de se protéger soi et de protéger les citoyens lors de ces différents déplacements. Ça a apporté également des moyens de contrôle supplémentaires, des droits de contrôle supplémentaires, des perquisitions administratives de nuit également. Voilà. Et c'est quelque chose qui a été efficace dans un premier temps. Ça vous a permis d'avoir plus de résultats ? Effectivement, le mois qui a suivi les attentats, ces perquisitions administratives ont permis d'interpeller plusieurs individus. Mais effectivement, ça a perdu de son effet de surprise dans le temps et de son efficacité. Donc ce n'est pas forcément pour vous une solution de reconduire l'état d'urgence ? Pas forcément, le terrorisme est devenu une menace permanente. Donc effectivement, nous, en tant que policiers, pour lutter contre le terrorisme, il nous faudrait des moyens matériels supplémentaires, mais surtout des moyens humains. Parce que suite aux événements tragiques du mois de novembre 2015, effectivement, les services de renseignement étaient renforcés de 800 fonctionnaires policiers, sauf que ces 800 fonctionnaires ont été pris dans les services publics de commissariat. Donc si vous voulez, nous on a un manque criant de personnel dans les commissariats. Voilà. Donc oui pour la reconduction, mais avec plus de moyens pour rester efficace sur le terrain. Tout à fait, tout à fait. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien, Pascal Louet-Villaume, ce que vous dénoncez, en fait, c'est ce transfert de prérogatives judiciaires entre les mains des pouvoirs administratifs. C'est là le point crispant pour vous. C'est-à-dire qu'en état d'urgence, et d'ailleurs ça a été le cas de ces lois, c'est plus le juge judiciaire qui contrôle les atteintes aux libertés, alors que la liberté individuelle, elle est bien sûr protégée par le juge judiciaire, donc c'est plus le cas. On est dans un régime, encore une fois, d'exception, on est dans un régime qui doit être et qui doit rester provisoire. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il doit rester provisoire. Le président de la République lui-même le disait encore au matin du 14 juillet. Bien entendu, la nature même d'un état d'urgence comme d'un état d'exception, c'est d'avoir des pouvoirs exorbitants pendant une période limitée. Après, ce qui est important, c'est de pouvoir trouver une transition. Alors cette transition, comment on la trouve ? On la trouve notamment en changeant la législation. Ça a déjà été le cas puisque au mois de juin, on a voté une loi renforçant les dispositifs en matière de lutte contre la grande criminalité et le terrorisme. Et on a également, lors de la dernière prolongation de l'état d'urgence le 21 juillet, encore accru des dispositifs en matière de répression du terrorisme. Donc on a un arsenal juridique très important. Deux petits chiffres pour rappeler. Donc l'état d'urgence, c'est quand même 4000 perquisitions administratives, 400 assignations et une vingtaine de mosquées et de lieux de prière fermés. C'est un peu le résultat
de cette période d'état d'urgence. Donc effectivement, quelle transition trouver, c'est là la question pour vous. Voilà, parce que la transition, de toute façon, elle a déjà eu lieu, puisque en parallèle de ce que vous venez d'évoquer là, c'est-à-dire des mesures administratives qui ne sont que de la mesure administrative, c'est-à-dire qui ne donnent pas forcément lieu automatiquement ensuite à des poursuites judiciaires. Ça a été le cas pour effectivement quelques centaines d'affaires, mais ça n'a pas été le cas systématiquement. Mais en parallèle de ça, de toute façon, il y a bien sûr le rôle du juge et le rôle du parquet, du procureur, qui lui a pu mener des enquêtes. Il faut savoir qu'actuellement, il y a 1000 personnes qui font l'objet d'enquêtes au sein du parquet antiterroriste de Paris, là où il y avait à peine une vingtaine d'affaires en 2013. Donc c'est pour donner quand même un ordre d'idée sur l'accroissement à la fois des techniques d'enquête, des moyens et des investigations qui ont permis effectivement d'enquêter et qui font l'objet actuellement de procédures qui sont en cours. Ça vous donne du travail en plus aussi à vous. Est-ce que vous avez les moyens nécessaires? Voilà, il y a énormément de travail pour le juge, il y en a déjà beaucoup et il y en a de plus en plus. Alors les moyens, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut de toute façon renforcer les moyens, quoi qu'il en soit. C'est le cas pour la police et les services enquêteurs, c'est le cas pour les services de renseignement également, et c'est le cas aussi bien sûr pour les magistrats. Donc c'était un petit peu le cas, on va dire, pour les magistrats antiterroristes, qui voient leur nombre un petit peu augmenter. Néanmoins, il faut savoir que le nombre de magistrats en France reste encore largement insuffisant pour juger toutes les affaires. Il manque plus de 500 magistrats au minimum, mais certaines évaluations fixent même à peu près à 1000 le nombre de magistrats qu'il faut encore nommer. Et vous vous êtes fait entendre sur cette question? Vous avez eu des réponses? On commence à en avoir, c'est-à-dire qu'on a actuellement un ministre de la Justice qui est plus favorable, bien sûr, à l'augmentation et au recrutement, mais il faut de toute façon, et quels que soient les gouvernements qui vont suivre, il faut envisager une loi pluriannuelle, un peu comme pour les services de police d'ailleurs, c'est-à-dire des recrutements pérennes sur plusieurs années. Parce que le temps que les personnes aillent en formation, pour un magistrat, il faut compter 30 mois à peu près de formation, vous voyez, donc c'est très très long avant de recruter quelqu'un et qu'il soit vraiment sur le terrain et performant. Julien Lecam, si jamais l'état d'urgence n'est pas reconduit, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Si vous voulez, si l'état d'urgence, bon, nous, je sais qu'on a des réquisitions tous les jours de la part du procureur qui nous autorise à contrôler les individus en tout lieu. C'est vrai que ça changerait, ça restreint au niveau des contrôles d'identité. Par exemple, on pourrait plus se permettre de contrôler les identités des gens, voilà, comme actuellement, si vous voulez. Il y aurait une restriction, on retomberait dans le cadre, on va dire, normal du contrôle d'identité, alors que là, actuellement, mes collègues peuvent contrôler sur l'ensemble d'une commune les bagages des personnes, contrôler les identités grâce aux réquisitions du procureur. Voilà. Donc, en fait, on reviendrait à un système classique où on doit repasser par le juge, par le procureur. Oui, voilà. Alors, surtout, nous, si l'état d'urgence venait à disparaître, ça permettrait d'annuler beaucoup de servitudes qu'on a depuis justement la mise en place de l'état d'urgence. Il faut savoir que des personnalités politiques sont gardées par des fonctionnaires de la sécurité publique actuellement dans le 78. Donc, ça fait plusieurs fonctionnaires. Il faut compter à peu près 8 fonctionnaires, par exemple, qui sont mobilisés pour la garde, par exemple, de M. Larcher, de Mme Marine Le Pen. C'est des patrouilles en moins sur la voie publique. Donc, c'est des fonctionnaires qu'on aurait en plus pour sécuriser la voie publique. Ça permettrait effectivement de recentrer un peu certains policiers dans leur cœur de métier. Ouais. Tout à fait. Sur un point sur les libertés, vous l'avez évoqué avec les contrôles d'identité, et c'est un point qui vous importe beaucoup. Est-ce qu'on est dans une entrave à l'état de droit ou on n'irait pas jusqu'à dire cela? Par rapport à l'état d'urgence? Oui, par rapport à l'état d'urgence. On ne peut pas dire qu'on est dans une entrave, dans le sens où la loi, bien sûr, fixe quand même des cadres, heureusement. Donc elle a fixé notamment le fait que le juge administratif peut contrôler une fois que les mesures sont prises, hein, pas avant. C'est la grande différence, parce qu'en matière judiciaire, le juge, il autorise les mesures, alors que là, dans l'état d'urgence, le juge administratif n'intervient que si on lui demande, mais une fois que la mesure a été prise, par exemple, une fois que la perquisition a été réalisée, et une fois que la personne est assignée à résidence. Donc il y a quand même un contrôle d'un juge, mais qui n'est pas le juge judiciaire, qui est le juge administratif. Donc il y a effectivement des garde-fous. Néanmoins, il est vrai que les garde-fous ne sont pas forcément, encore une fois, les mêmes et n'interviennent pas au même stade.
Je voulais juste rajouter quand même tout à l'heure par rapport à ce que vous disiez sur les contrôles d'identité, c'est que la loi du 3 juin a quand même largement renforcé les pouvoirs du procureur en matière à la fois de contrôle d'identité, mais aussi en matière de fouille de bagages et de fouille de véhicules. Il y a quand même un nombre de pouvoirs maintenant beaucoup plus importants qui sont donnés au parquet pour pouvoir intervenir là où avant, effectivement, ils ne pouvaient pas forcément le faire. Il y a aussi d'autres mesures qui peuvent être prises, par exemple des assignations à résidence de personnes revenant de théâtres d'opérations terroristes. Ça, c'est depuis juillet. Hein. Voilà, donc ça, c'est des possibilités qui existent maintenant. Et puis, encore une fois, la politique pénale du parquet de Paris, du parquet antiterroriste de Paris, s'est-elle énormément aussi durcie, notamment depuis l'été, là où auparavant certaines personnes n'étaient pas forcément systématiquement poursuivies lorsqu'elles revenaient par exemple de Syrie ou d'Irak. Désormais, elles le sont presque systématiquement et surtout, elles le sont maintenant sur la base d'une infraction de nature criminelle, donc avec des peines encourues qui peuvent aller jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Pour enchaîner justement sur cette question de l'assignation, un exemple, une question pour vous deux. Est-ce que c'est réellement efficace l'état d'urgence contre le terrorisme, sachant que je reprendrai cet exemple de l'assassinat du prêtre normand, donc un des deux tueurs était lui-même assigné à résidence, il avait le droit de sortir le matin entre 8h30 et 10h30 je crois, et il a profité de cette autorisation pour aller commettre son crime. Et il revenait justement de Syrie. Donc c'est là où on voit les limites de cet état d'urgence finalement. Je pense que de toute façon, ça serait mentir aux Français que de leur faire croire que tout système ce système serait infaillible et que l'état d'urgence permettrait de résoudre et d'éviter effectivement toute difficulté. On a malheureusement bien vu que après l'attentat du Bataclan et l'état d'urgence, se sont déroulés hélas d'autres attentats, que ce soit effectivement au domicile de policiers à Magnanville, que ce soit dans une église à Saint-Étienne-du-Rouvray, l'attentat effectivement sur la promenade des Anglais de Nice. Donc on est effectivement malheureusement dans un processus où ce qu'il faut, c'est pouvoir prévenir le plus vite possible le passage à l'acte, trouver effectivement les éléments d'information pour pouvoir déjouer les attentats. C'est ce qui permet. Alors, encore une fois, la justice maintenant, elle peut le faire parce qu'il y a des infractions maintenant qui permettent même d'incriminer des actes préparatoires. Hein, ça s'appelle l'entreprise terroriste individuelle ou l'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, où là, on n'est que sur les actes préparatoires. Et on entend d'ailleurs bien qu'il y a eu plusieurs attentats déjoués ces derniers mois. Évidemment, il faut continuer dans ce processus. Julien Lecam, de votre côté, sur cette question de l'efficacité par rapport à l'état d'urgence, c'est simple. On a un manque criant d'effectifs sur le 78. Je vois pour mes collègues du renseignement, on a un déficit de personnel énorme. C'est-à-dire qu'on a même un déficit de moyens. Moi, j'ai mes collègues qui me disent qu'ils n'ont pas assez de véhicules pour se rendre sur leur lieu de rendez-vous, pour avoir des contacts. Ils sont obligés d'annuler certaines missions parce qu'il manque de véhicules. Donc vous voyez, quand on en est à ce niveau-là, nous, il nous manque 300 fonctionnaires sur le département des Yvelines. Actuellement, on est en train de fermer des commissariats dans les Yvelines. Donc en termes de lutte contre le terrorisme, on a vu mieux. C'est vrai que nous, on est très inquiets parce que malgré tout, depuis novembre 2015, dans le 78, nous perdons régulièrement beaucoup d'effectifs. Là, on va passer sous la barre des 1900 fonctionnaires sur le département, ce qui ne s'est jamais vu. C'est très inquiétant et on voit que les sorties d'école qui n'arrivent ne comblent même pas de moitié les départs qu'on a. Ouais. François Hollande avait dit qu'il y aurait des recrues d'écoles, justement. C'est un peu le même processus que pour les magistrats. C'est vrai que la formation est très longue. La mise en place de l'organisation des concours, la mise en place de la formation qui dure 1 an avec les stages. Donc effectivement, avant de peut-être ressentir ces bienfaits, il faudra un moment, il faudra à mon avis un grand moment, mais pour l'instant, nous, on perd beaucoup d'effectifs dans le 78. Donc en termes de lutte contre le terrorisme, effectivement, on n'est pas dans la meilleure position. Très bien. On est obligé de s'arrêter là. Merci à vous deux d'avoir participé à ce débat. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de 7-8 le débat. Merci de nous avoir suivis.